Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Sandra, ce n'est pas encore Sandrine qui est là, mais c'est une nouvelle émission, donc c'est un événement pour une émission qui voit le jour sur Radio Grand Lac, c'est effectivement toujours un événement. Une grille de programme qui s'enrichit, une belle personne qui arrive dans cette équipe. Qu'on va vous présenter dans quelques secondes. Alors, je me rappelle, il y a un an, on était à 15 émissions à peu près, entre 15 et 20. Et on se disait, on arrête là, parce on arrête à 25. On arrête à 25. On arrête à 25. Puis là, on en est à 32. À 32 émissions. La 33e arrive bientôt à la fin du mois. Mais donc, je crois que vous adorez ça, la radio du Grand Bain, de la vie locale, de l'identité locale. Vous adorez ça, donc on va continuer, Jean-Pierre. On va continuer, puis merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité. Votre soutien. À tous nos animateurs quand même qui nous entourent dans cette belle aventure. La Radio Grand Lac, c'est avant tout une équipe. Donc voilà. C'est une grande famille. Une grande famille, et puis Sandrine, rentre dans cette grande famille aujourd'hui. La petite dernière dans la grande famille. Alors, elle est très connue sur Aix. Elle est très connue sur Aix pour sa gentillesse, pour son empathie, pour son elle a un magnifique sourire. Tout à fait. Elle sera présente sur le Bifit. On en a parlé tout à l'heure, samedi et dimanche. Et c'est Sandrine Ankawa. Bonjour Sandrine. Bonjour et ravie. Merci parce que c'est un rêve qui se réalise. Ça y est. Merci de m'accueillir. Comment vas-tu, Sandrine ? Tu es devant le micro, tu as le casque et ton rêve est là. Voilà, un de mes rêves. Oui, tout va bien. Et pourquoi un rêve alors ? Explique-nous en quelques mots pourquoi ce rêve de parler à la radio un jour. Transmettre. Parce que je me dis, il y a plein de choses passionnantes et de personnes passionnantes à faire découvrir. Oui, c'est sûr qu'avec un potentiel de 200 000 auditeurs, tu vas transmettre là. Là, en ce moment, il y a 200 000 personnes qui t'écoutes. Voilà, c'est ça. C'est pas pour eux. Puis en plus, on peut rediffuser puisqu'il y a les replays. Les replays sur la chaîne YouTube. Tout à fait. Voilà, pas oublier les replays. Avec Yannick qui nous fait un travail formidable, justement, pour tous ces podcasts. Dans l'ombre, c'est l'homme de l'ombre, alors, tout à fait. Présente-toi un petit peu. Qui es-tu ? Et que fais-tu ? Et d'où viens-tu ? Et pourquoi ? Oula, attention, carte d'identité. Eh bien, écoutez, ça fait 1 an que j'ai planté mes racines. Je vais quand même utiliser le lexique de la nature parce que ça m'est cher. Là, ici en Savoie, en plus on peut jouer avec le jeu de mots Savoie, c'est pas mal. Et je viens de Strasbourg sinon. Une Alsacienne. Une Alsacienne en Savoie, pas mal. Et voilà, après je suis entre autres sophrologue, plus particulièrement pour les enfants, à Aix-les-Bains, et en associant la nature et guide reconnexion nature. Voilà. J'ai suivi une formation au Canada de guide reconnexion nature. D'accord. Alors, on va apprendre à te connaître au cours de cette émission La Nature et vous, qui aura lieu tous les 15 jours, le jeudi, donc juste après le flash info de Maxime, on va dire midi, mais voilà, ça commencera midi 4, midi 5, midi 6 sur le flash info de Maxime. Et Sandrine, en tout cas, sois la bienvenue, et puis c'est à toi. On t'écoute, on est tout oui. C'est à toi. C'est ton émission, c'est parti, on écoute Sandrine pour la première de La Nature et vous. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour chers auditeurs. Bienvenue donc à votre émission La Nature et vous, découvrir et s'émerveiller sur Radio Grand Lac. Un moment pour découvrir les bienfaits de la nature au niveau de votre santé physique, psychique et cognitive. Découvrir ses mystères et ses interactions. Depuis la nuit des temps, la nature nous inspire, nous émerveille. Mais comment sommes-nous en interaction avec elle ? Pour cela, j'ai la joie d'accueillir différents invités. Et aujourd'hui, d'accueillir Géraldine Lapierre. Bonjour Géraldine. Bonjour Sandrine. Je vais vous présenter Géraldine dans quelques instants. Et en fait, pour ma première émission sur Radio Grand Lac, il m'était important d'honorer l'emblème de notre territoire. Alors le premier élément de la nature que nous allons explorer, c'est l'eau. L'eau, cet élément indispensable à la vie. Et qui dit eau sur le territoire d'Aix-les-Bains dit le lac du Bourget. Et le lac du Bourget, c'est le plus grand lac de France. Et il était tout naturel de recevoir Géraldine Lapierre, qui est responsable sensibilisation à Aqualis et ingénieure territoriale aux Cisalpes. Alors Géraldine, pourriez-vous nous présenter les activités, la mission d'Aqualis ? Avant de commencer, je vais d'abord vous remercier de m'avoir invitée. Merci à Radio Grand Lac également de laisser la place pour parler de l'eau et de notre lac. Aqualis, c'est le centre d'interprétation du lac du Bourget qui est installé au Petit Port à Aix-les-Bains et qui a ouvert ses portes à l'été 2019. Et ce site est dédié bien évidemment à cette richesse aquatique que recèle notre grand bassin versant. Et nous avons pour mission de sensibiliser en priorité nos habitants. Nous sommes, nous tous ensemble,
aux enjeux de l'eau, aux enjeux de ces milieux aquatiques qui nous accueillent. Cette nature dans laquelle nous évoluons. D'accord. Et donc, c'est au travers de différentes activités qu'on peut découvrir à Aqualis. Vous accueillez aussi, je pense, des scolaires, mais aussi toute personne qui veut visiter le centre d'Aqualis, qui a un accès libre, je crois. Oui, Aqualis se veut être un lieu d'accueil et partagé pour tous, du plus jeune au moins jeune. À travers des activités comme les ateliers du lac pour nos jeunes qui sont connus depuis très longtemps et qui bénéficient d'une belle fréquentation pour sensibiliser cette jeunesse à la richesse et à la préciosité de la biodiversité locale. Mais nous développons aussi des activités destinées aux plus grands à travers un cycle de conférences gratuites qui ont lieu plutôt en soirée et tous les mois avec une grille de programmation assez riche et variée, car elle s'appuie justement sur des intervenants locaux qui ont envie de partager leur expérience locale, leur connaissance du territoire avec le plus grand nombre. Nous avons aussi une autre approche qui est celle du jeu, à travers une offre d'escape game, quand on a envie de passer un moment à la fois éducatif et pédagogique, mais très ludique et convivial, à vivre en famille ou en petits groupes. Mmh. Et nous accueillons bien évidemment les scolaires tout au long de l'année, avec une offre pédagogique qui est soutenue localement, à la fois par le département, la région, l'agence de l'eau et les agglomérations du territoire, pour que nos jeunes habitants deviennent demain des citoyens avisés. Donc en fait, Aqualis a un vrai rôle éducatif de notre rapport à l'eau, de notre rapport au lac. Alors une question, qu'est-ce que la nature pour vous? Comment la définiriez-vous? Alors, allez, pour vous flatter un peu, je vais commencer par dire que c'est le titre de votre émission. Mais au-delà de ça, la nature. La nature, si on revient un peu à de la sémantique, eh bien, c'est un mot qui fait partie de ces mots mystérieux que l'on emploie à tout va, qui, en termes de définition, d'abord décrit tout ce qui n'est pas en lien directement avec l'action humaine et l'impact des activités humaines. Et pour autant, parmi ces différents sens, on a aussi tout ce qui relève de l'inné. C'est pas pour rien qu'on dit agir à contre-nature, par exemple. Donc le mot nature est tellement ambivalent et tellement utilisé dans de multiples sens que finalement, il peut apporter de grands débats et de grandes discussions, dont celle, je pense, qui s'ouvre à l'instant. Mmh. Mais quels sont les éléments de la nature? Quand vous regardez à l'extérieur pour vous, qu'est-ce que vous définissez comme nature? La nature est pour moi l'ensemble des écosystèmes dont nous faisons partie et dont nous dépendons. Donc nous-mêmes sommes éléments de nature. Mmh. Évidemment, ceci est la définition à laquelle je me raccroche et que je défends. Pour autant, comme je le disais, chacun va apporter la définition qui lui sied. Et à travers notamment des études sociologiques, enfin une étude sociologique portée par le CISALB il y a quelques années, on a pu se rendre compte que cette nature n'était pas forcément vue sous le même angle par les habitants de notre territoire. Et si je veux parler du lac du Bourget, qui compose ces éléments naturels locaux, il était perçu et apprécié, et même chéri, par ses habitants, pour deux raisons principales, en tout cas c'est ce que l'étude a montré, qui sont le paysage qu'il confère à notre territoire et le cadre de vie, c'est-à-dire le cadre de loisirs, de sérénité qu'il offre au regard de ses passants, de ses habitants. Ce sont ces deux grands points de vue-là qui semblaient se distinguer de tous les autres dans le regard des habitants du territoire du lac du Bourget. Donc ce sont deux éléments de ce qu'on pourrait dire de ce qu'est la nature, à savoir un cadre de vie et un paysage. Mais si on en revient à la définition que je défends, c'est pas du tout suffisant. Les nuages peuvent-ils être la nature? Mais l'univers est la nature. C'est ça. Et
quand je parle des nuages, je parle du ciel, donc je parle peut-être aussi de la couleur bleue. La couleur bleue qui est souvent associée à l'eau, même si l'eau n'est pas bleue. Donc, finalement, c'est la projection de la lumière blanche sur l'eau qui fait qu'en fait, la réfraction fait qu'il y a cette couleur bleue. Et en fait, il y a des recherches scientifiques qui ont montré que cette couleur bleue, c'est une couleur qui apaise. Alors pourquoi apaise-t-elle ? Qu'est-ce qui se passe physiologiquement ? Physiologiquement, quand on voit du bleu, donc quand on contemple entre autres l'eau, pour peu qu'elle soit bleue à ce moment-là, le lac, les mers, eh bien en fait, on a une diminution de notre rythme cardiaque, une diminution de la pression artérielle et un ralentissement de la respiration. Donc juste le fait de voir du bleu nous apaise. Et peut-être que c'est entre autres pour ça qu'on aime aller au bord de la mer ou au bord du lac et de contempler justement ces immensités ou cette tranquillité qu'on peut y retrouver. Alors, on a une petite particularité au lac du Bourget, mais c'est pas seulement au niveau du lac du Bourget, je pense que c'est aussi au niveau d'autres lacs et au niveau de la mer, c'est qu'à certains moments de l'année, l'eau devient bleu turquoise. Et elle devient bleu turquoise, entre autres de la projection de la lumière qui touche le phytoplancton, et c'est avec la réaction du phytoplancton de ce qui va renvoyer qui fait qu'il y a cette couleur bleu turquoise. Alors, donc plus généralement, vous avez commencé à nous parler de tout ça, l'impact de l'eau au niveau de l'homme, son rapport à l'eau au niveau de l'homme et au niveau des habitants du territoire, plus particulièrement au niveau du lac. Mais là, vous nous avez parlé de cette étude sociologique. Donc, si on élargit le rapport de l'eau et de l'homme. Aujourd'hui, l'eau est présentée souvent avec une notion de cycle. Le cycle de l'eau. Tout le monde en a entendu parler un jour ou un autre. Dans nos collectivités, mais aussi dans les bureaux d'études ou même à l'université, on parle du grand et du petit cycle de l'eau. C'est une notion qui est un peu nouvelle de distinguer ces deux cycles-là. Nouvelle, enfin, ça fait quand même quelques années. Il n'empêche que ce grand cycle de l'eau, c'est peut-être celui qui se raccroche davantage à votre émission et à la notion de nature, puisque ça fait référence à cette circulation de l'eau sous différents états physiques entre le ciel, les précipitations, la condensation, le ruissellement, l'infiltration, etc. Et puis ce petit cycle de l'eau qui nous touche au quotidien tous autant qu'on est, à travers la distribution qui est faite de l'eau par les services publics, la potabilisation de l'eau, son prélèvement dans le milieu naturel, mais ensuite ce que nous rejetons et son traitement avant le rejet au milieu naturel. Donc ça, c'est le petit cycle de l'eau. Alors, quel est notre rapport au cycle de l'eau, au pluriel, au cycle de l'eau? Eh bien, nous en sommes totalement dépendants, avec plus ou moins de conscience. Alors, les événements climatiques de l'été et la crise sécheresse dans laquelle nous sommes et dont nous ne sommes toujours pas sortis, malgré l'orage nocturne et les quelques pluies précédentes, cette situation de sécheresse nous alerte sur ce cycle de l'eau, nous alerte sur ce grand cycle de l'eau et l'impact qu'il a sur nos vies quand nous venons à manquer d'eau ou dans la rivière pour pratiquer nos activités de loisirs ou au robinet pour certaines communes de notre territoire. Après, ce changement climatique qui accélère ces situations de crise que nous vivons, avec trop d'eau ou pas assez d'eau, nous confronte à une relation à l'eau qui fait soit peur, avec les risques d'inondation, de ces événements climatiques majeurs, un peu violents, ou je ne sais pas en fait si ça peut créer d'autres sentiments que de la peur par rapport au changement climatique. Mais ça, peut-être que c'est un sujet qu'on pourra aborder plus tard. Mais après, il y a différentes choses au niveau du cycle de l'eau. Je crois qu'il est aussi important de mentionner que c'est un questionnement. Est-ce que tout le monde, je ne sais pas si tout le monde connaît au niveau, j'allais dire, du cycle de l'eau, comment ça se produit? Parce que finalement, l'eau que nous buvons a déjà été bue. Donc, comment se fait-il? J'ai même envie de dire, nous buvons l'urine des dinosaures. Hein. Voilà. Mais, donc, il y a tout le cycle de toute l'histoire de l'évaporation de l'eau qui monte au niveau des nuages. Enfin, voilà, quel est un petit peu ce cycle, j'allais dire, physique? Comment ça se passe dans la nature? Vous savez que notre planète ne s'appelle pas la planète bleue pour rien.
Alors bleu pour tout ce bonheur que nous apporte cette couleur et cette quantité d'eau extraordinaire dont nous bénéficions et qui est source de vie. Rappelons quand même que l'eau douce ne correspond qu'à 2% de toute cette eau. Et nous avons la chance, nous, d'être près de ce grand lac naturel français qui en détient plusieurs milliards de mètres cubes. Eh bien, ce grand cycle de l'eau va voir l'eau s'évaporer de nos grandes surfaces aquatiques que je viens de citer, mer, océan, lac, pour ensuite se condenser en nuages avant de précipiter, plus ou moins doucement, sous la forme de pluie, d'orage, de neige. Ensuite, cette eau qui va réatteindre le sol va pouvoir ruisseler, voire s'infiltrer, rejoindre quelques réservoirs d'eau, dont d'ailleurs notre territoire est assez pourvu, avec quelques réseaux karstiques d'altitude et puis de belles nappes phréatiques en vallée. Avant ensuite de ressurgir, elle peut rester là, par contre, parfois plusieurs très très longues années, cachées. On parle même d'eau fossile à certains endroits, dans ces nappes cachées, et parfois exploitées quand même par l'homme. Mais bon, je ne vais pas sortir de notre territoire pour aller parler de ce qui se passe sur d'autres continents non plus. Bref, une fois que cette eau ressurgit, elle va peut-être rencontrer une rivière qui va la faire ensuite convoyer jusqu'à une étendue un peu plus grande, telle qu'un lac, qui se jettera dans un fleuve, vous voyez un petit peu auquel je fais référence, avant de rejoindre la mer et repoursuivre son éternel cycle. Entre-temps, cette goutte d'eau aura rencontré des êtres vivants qui composent notre belle nature, à quatre pattes, ailés, avec un cerveau plus ou moins développé. Bref, j'en vais revenir à l'homme, voilà, qui va l'exploiter et qui va interagir dans ce grand cycle de l'eau pour en prélever, pour la consommer, l'utiliser et la rejeter. Donc en fait, il y a quand même cette continuité, voilà, et comment on va retrouver l'eau. On va vous en dire un petit peu plus sur l'eau dans notre territoire après cette pause musicale. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Et nous sommes donc à l'émission La Nature et vous. Mon invité d'aujourd'hui est Géraldine Lapierre, responsable sensibilisation à Aqualis. Et le thème de l'émission, pour une première émission, c'est l'eau pour le lac du Bourget. Nous parlions du cycle de l'eau et entre autres comment l'eau est assez importante sur notre territoire. Et en allant justement à Aqualis, j'ai appris que le massif des Bauges, donc un des massifs montagneux autour de notre territoire, est rempli et gorgé d'eau. En fait, les roches sont, vous me corrigez si j'exprime mal les choses, les roches ont emmagasiné beaucoup d'eau. Nous, c'est un massif glacier. Donc, c'est des roches argileuses avec du limon, du sable, et qui fait qu'en fait, donc il y a beaucoup de petites rivières au niveau du massif des Bauges, et on retrouve aussi beaucoup de zones humides dans notre région. Qui dit zone humide dit aussi donc un sol riche en fait en matière organique. Et donc, qui dit matière organique aussi dit biodiversité. Et en parlant de biodiversité, l'importance de la biodiversité justement sur l'impact du vivant. Alors Géraldine, est-ce que vous pouvez nous en dire plus de l'importance de cette biodiversité, comment elle se maintient autour du lac et comment finalement on peut la maintenir aussi dans les villes? Alors oui, nous avons la chance de vivre à proximité d'un géoparc. Ce magnifique parc des Bauges qui accueille aussi la naissance de quelques rivières et principales rivières qui parcourent ensuite notre vallée. L'Esse et Sierrose prennent naissance dans le parc des Bauges, dans le massif des Bauges, dans des zones de tourbières, qui sont un type de zone humide, de marais, composée de substrats particuliers et d'une végétation particulière. Donc, ces sources qui donnent naissance à ces grandes rivières qui alimentent le lac du Bourget dévoilent également la richesse de ce plateau, de ce réseau karstique qui abrite gorges
et réseaux de canalisation, tel un vrai labyrinthe calcaire sous nos pieds quand on est là-haut dans le massif, où va circuler l'eau plus ou moins rapidement, où l'eau va être stockée à certains endroits avant d'être restituée, telles des sources telles que la Doria qui jaillit avec beauté de ce massif pour alimenter ensuite la rivière. Et ces zones humides de plateau existent également dans nos vallées, sous une autre forme, mais tout le monde connaît les marais, les marécages. Le bord du lac, très naturellement, cet écosystème abrite sur ses rives ces biotopes. Et nous les voyons plus ou moins, puisque l'homme s'est également installé dans ces mêmes endroits. En tout cas, je ne parle pas dans les Bauges, mais bien autour du lac du Bourget. Il reste, heureusement pour nous, ces zones humides, encore quelques-unes présentes, que nous préservons au maximum, parce qu'elles sont effectivement non seulement de véritables éponges à eau, capables de restituer de l'eau stockée pendant des périodes de chaleur et de canicule, et donc capables de maintenir la vie sur ces milieux-là. Et puis ensuite, ce sont des zones où la biodiversité est très, 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 très vive, très active et très diversifiée. Depuis l'échelle microscopique jusqu'à des échelles beaucoup plus macroscopiques que nous pouvons observer à loisir sur ces milieux riverains du lac. Et donc cette biodiversité, quelle est l'importance en fait pour nous, pour la vie en général, pour l'homme? Donc il y a cette importance de l'eau. On voit comment permettre justement d'avoir des zones humides, l'avantage des zones humides, de garder de l'eau et donc une biodiversité et de restituer l'eau. Donc quel est c'est vraiment, enfin, je veux dire, c'est une des choses importantes en ce moment, c'est de maintenir, de développer ou de redévelopper plutôt la biodiversité, que ce soit autour du lac ou dans d'autres zones, autour des champs, dans les villes. Comment réactiver toute cette biodiversité? Pourquoi on en a tellement besoin pour nous? Parce que cette biodiversité se raccroche à des écosystèmes. Un écosystème, comme son nom le suggère, c'est un système, c'est-à-dire un milieu complexe où existent des interactions entre des êtres vivants et un lieu qui les accueille, un milieu. Et ce sont des interactions qui peuvent être complexes avec des interdépendances, c'est-à-dire que si un des maillons n'est pas là, l'autre disparaît ou a beaucoup plus de difficultés à vivre. Nous faisons partie d'un écosystème, nous faisons partie de l'écosystème. Voilà. Et ces zones humides particulièrement, si c'est de cela que vous voulez parler, sont un écosystème à part entière qui abrite des chaînes alimentaires interdépendantes les unes des autres, inféodées sur ces milieux-là parce qu'il y a de l'eau, particulièrement. Et pourquoi est-ce qu'elles sont si riches pour nous? Parce qu'elles vont aller collaborer avec d'autres écosystèmes pour les faire vivre également. Les interdépendances entre espèces sont très complexes. Après, vous avez tous l'habitude d'entendre parler de la pollinisation et de l'importance du rôle des abeilles, par exemple, mais pas que des abeilles, de tous les insectes qui viennent polliniser la végétation, qui va, je vais faire très bref, mais en gros, nourrir l'homme derrière, entre autres. Et donc, on ne peut pas vivre sans la richesse qu'apportent ces milieux naturels. Et puis ça a un impact aussi au niveau de la qualité des sols. Alors effectivement, on peut avoir un caractère drainant, voire épurateur de certaines zones. Oui, bien sûr. Et le fait qu'il y ait une biodiversité, ça reminéralise les sols. Je pense par exemple aux différents endroits de culture où on voit même beaucoup de monoculture. Le fait, s'il y avait peut-être plus d'arbres aux abords de différents champs ou d'endroits cultivés, le fait qu'il y ait plus d'arbres, et donc aussi, ça va créer aussi une biodiversité. Et donc, ça va aussi reminéraliser le sol Après, on sait bien qu'il y a des cycles de vie autour du végétal qui vient effectivement alimenter la richesse de son sol à travers la perte de ses feuilles et tout un cycle, un recyclage en fait naturel qui vient s'enrichir. Mais après, je pense que ce serait un peu réducteur de le limiter au seul arbre. Oui, je parlais entre autres des arbres, mais bon, c'est comment recréer de la biodiversité. Là, je donnais autour des champs, s'il y avait un petit peu plus d'arbres, ça permettrait peut-être justement de créer cela. Mais après aussi tout le questionnement dans les villes.
l'importance de la biodiversité dans les villes pour justement créer ce mouvement, en fait, cette vie. Alors, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de prendre un peu de recul sur cette interpellation, parce que je suis moi-même un peu dérangée, même si je le comprends, par l'expression de renaturaliser, finalement, de redonner de la nature en ville. Je crois que l'homme s'est détaché de la nature et de ses composantes. On en parlait tout à l'heure. Alors, la nature et ses différents sens nous ouvrent toutes les voies possibles de la discussion. Mais nous avons parlé du cadre de vie, nous avons parlé des paysages qui composent cette nature et qui sont forts au cœur de l'homme. Mais la nature, ce n'est pas que ces deux entités-là. La nature, c'est, comme je le disais aussi, un ensemble d'écosystèmes divers et variés. La nature, c'est aussi cet endroit, cet espace qui nourrit l'homme. Et oui, ce sont ces écosystèmes dont on dépend. Aujourd'hui, on a tendance à être un peu réducteur et à appeler cela l'environnement. Et il me semble bien que depuis quelques décennies, on a accéléré la distanciation entre l'homme et la nature par cette expression, ce mot d'environnement. On a chosifié la nature aussi. Exactement. C'est-à-dire que si on reprend la définition de l'environnement, c'est ce qui nous entoure, nous, l'homme, nous, centre de tout, a priori. Évidemment que ce n'est pas ma pensée. Mais il s'agit donc aujourd'hui de déconstruire cette posture, cette vision que nous avons de notre place, nous, humains, au sein de la nature, dont nous faisons partie, dont nous sommes un élément tout aussi important que l'abeille ou que l'arbre. Et à ce moment-là, nous reconnecter avec ces interdépendances, avec cette biodiversité dont nous sommes un élément. Nous permettons à certains éléments de cette biodiversité de vivre, nous l'aidons ou pas. Et quand on parle de renaturer, pour rebondir sur votre question de départ, renaturer la ville, pour moi c'est déjà un non-sens. Le postulat, la question que vous me posez, pour moi n'a pas de sens. C'est-à-dire que peut-être il faut repenser la ville, mais la nature est ville, la ville est nature. Alors, on a un problème de désimperméabilisation des sols, on a peut-être un problème de bétonisation, mais nous sommes la nature. Tout à fait. Je vous suis là-dessus, mais après, c'était comment, effectivement, c'est la repenser, c'est comment la réagrémenter d'éléments de nature pour recréer un petit peu toute cette vie, en fait. Je pense qu'en tout cas, il faudra fuir la posture de recréer un paysage qui ne soit qu'une carte postale, qui ne soit qu'une aquarelle que l'on peigne et qui nous satisfasse comme empreinte de bonne conscience. C'est un vaste débat et malheureusement l'émission touche à sa fin. J'aurais bien aimé, on continuera peut-être en off parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et sur je vous suis sur nous sommes la nature et comment remettre la nature, mais finalement au cœur de tout, quoi. Enfin, exactement. Il y a tous les éléments de nature et vivre la nature. C'est vivre la nature et c'est pour ça que je parlais des nuages tout à l'heure. Je conclurai là-dessus. Pour les personnes qui vivent en ville, la nature, elle peut être juste en levant les yeux. Elle est là aussi. Il y a aussi des éléments de nature autour de nous. Et juste pour conclure, quelles sont les prochaines activités d'Aqualis ? On va parler patrimoine alors. Parce que ce qui anime un peu le mois de septembre, ce sont les journées du patrimoine, le week-end du 17 et 18 septembre prochain. Aqualis fait partie du programme, bien évidemment. Et nous avons programmé des approches très différentes, visites commentées, gratuites bien sûr, sur inscription, avec l'expo temporaire sur les plastiques. Et puis ensuite, un super jeu du Time's Up de l'eau, puisqu'on parle de l'eau, la vie, la biodiversité. Venez jouer avec nous à ce Time's Up conçu à Aucisalbes expressément pour passer un bon moment et apprendre quelques petites choses. Et puis ensuite, on va vous dévoiler un secret local sur le fonctionnement de cet ancien aménagement, la Galerie de l'Épine. Alors pour ceux qui sont un peu curieux et qui ont envie de savoir pourquoi est-ce que le lac du Bourget aujourd'hui revit, eh bien, venez découvrir cette histoire locale, la Galerie de l'Épine à Aqualis, le samedi 17 septembre après-midi. Sur inscription, n'oubliez pas aqualis-lacdubourget.fr. Génial, merci beaucoup Géraldine. Et moi, j'aurai le plaisir ce week-end de vous retrouver à Bifit
pour 2 conférences, les bienfaits de la nature sur notre santé physique, psychique et cognitive, et des ateliers autour de la nature. Et voilà, l'émission est finie. Cette première émission, merci Géraldine. C'était top, Sandrine. Voilà, on verra la prochaine. Donc, on se retrouve dans 15 jours. Et a priori, j'ai déjà pris mes renseignements. Je devrais recevoir une chercheuse en biologie moléculaire qui est suisse. Donc, nous serons en ligne téléphonique avec elle. Magnifique, magnifique. Voilà. Merci beaucoup, Sandrine, pour une première. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Puis merci à Géraldine Lapierre. On a beaucoup de plaisir et d'honneur à l'avoir vue enfin dans nos studios en direct aujourd'hui. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Sandrine? Eh bien, je redonne l'antenne, c'est bien cela. Eh ben, c'est parfait. Et je suis même dans le timing. Tout Merci. à fait. On repart en musique. Bon appétit à celles et ceux qui sont à table et bon après-midi à l'écoute de Radio Grand Lac. À bientôt.